On va continuer aux Caraïbes avec The Flying Fish, Starting the Flying Fish y Evasiones. C'est Cyril Vettorato de l'École normale supérieure de Lyon qui va nous parler. Merci. Merci à Modesta et Delphine pour cette invitation, pour cette très belle organisation. Et donc, oui, dans ma communication, bien qu'elle relève de la littérature comparée, je crois s'articule vraiment très bien avec ce que tu viens de dire, Marie-Christine. Vraiment, il va y avoir plein de recoupements, et c'est vraiment le hasard, mais c'est formidable. Je vais justement partir de la question de la place des poésies de la Caraïbe dans le paysage poétique contemporain, qui fait l'objet de partis pris contradictoires. Il y a plusieurs manières de placer ces poésies de la Caraïbe sur la map monde littéraire dans le discours critique actuel. D'une part, pour des raisons en grande partie institutionnelles, on continue à étudier les poésies et plus largement littérature caribéenne de langue espagnole, anglaise, française de façon séparée, rattachant par exemple la littérature cubaine ou dominicaine aux littératures de l'Amérique latine hispanophone, ou les littératures jamaïcaines, barbadiennes, etc., aux littératures du Commonwealth ou aux littératures postcoloniales en anglais. Mais par ailleurs, il y a tout un tas de discours qui se sont développés pour penser à un lieu commun, un lieu précis qui serait celui des littératures caribéennes, au-delà de cette supposée barrière des langues. Je pense à des gens, bien sûr, qui ont été cités comme Édouard Glissant, Benito Rojo ou Kamau Brathwaite dans l'anglophonie. Et là, donc, je vais totalement être dans la continuité de ce qu'a dit Marie-Christine, puisqu'il me semble qu'une proposition particulièrement intéressante sur ce sujet est celle de Antonio Benítez Rojo, dont on a beaucoup entendu le nom déjà, dans son essai, vous ne serez pas surpris, La Isla que se repite, à mi-chemin entre une revendication qui serait celle d'un lieu, la Caraïbe comme espace littéraire spécifique, et une perspective plus abstraite. Benítez Rojo propose la notion de polyrythme pour décrire le fonctionnement de ce qu'il nomme la machine culturelle caribéenne, c'est-à-dire la manière dont les cultures expressives de la Caraïbe, ce qui inclut bien sûr la poésie, donnent forme au monde présent en intégrant une multiplicité de traditions, de rythmes, de voix et de récits. Je cite et je traduis Benítez Rojo. La notion de polyrythme, des rythmes entrecoupés par d'autres rythmes, eux-mêmes entrecoupés par d'autres rythmes encore, si elle peut nous mener à un point où le rythme central se trouve déplacé par d'autres rythmes jusqu'à cesser de fixer un centre, puis nous faire basculer dans un état de flux généralisé, pourrait constituer une définition adéquate du type de performance qui caractérise la machine culturelle caribéenne. Ici, j'entendrai ce modèle du polyrythme, donc fin de citation, c'est moi qui parle. Ici, j'entendrai ce modèle du polyrythme tout particulièrement par rapport aux questions de la langue anglaise et de la langue espagnole et des traditions littéraires anglophones et hispanophones. Il me semble qu'ici, Benítez Rojo fait des îles de la Caraïbe les lieux d'apparition suprême, pourrait-on dire, de l'américanité, des sortes d'Amérique superlative où les processus de créolisation et de dissémination, qui sont typiques du destin moderne, postcolonial du continent, règnent en maître. En partant de cette idée de polyrythme, je voudrais proposer de lire le poème long caribéen contemporain, donc vraiment contemporain, je parle des années 2000, à présent on est dans les années 2000, comme le lieu d'une mise en résonance des modèles et des paroles poétiques antérieures, une idée qui a été aussi déjà abordée par Marie-Christine. La forme même du poème long, par son ampleur, par sa capacité à accueillir et à mettre en présence de multiples éléments hétérogènes, et par sa parenté critique avec le genre épique, est donc un type d'œuvre particulièrement à même de se constituer ainsi en une sorte de chambre d'écho poétique, en un polyrythme intertextuel, pour reprendre le terme de Benítez Rojo, qui dit la difficulté à faire lieu et à s'insérer dans une tradition ou dans une langue. Et ma réflexion s'appuiera donc sur deux œuvres précises, l'une en espagnol et l'autre en anglais, publiées récemment. Donc, il s'agit de Startling the Flying Fish de Grace Nichols et de Evasiones de Chiqui Vicios, donc qui est dominicaine.
L'idée de comparer ces deux œuvres m'est venue très vite après les avoir lues. D'abord à cause d'éléments ponctuels. Il y a des petits motifs, des métaphores, des images qui reviennent dans les deux sans que cela puisse, voilà, sans raison particulière. Et je pense notamment à une image qui m'a frappé, celle du poisson volant, dont je me suis demandé comment et pourquoi il avait pu bondir ainsi d'un poème à l'autre, d'un livre à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre. On y reviendra, ce poisson volant qui nous intriguera. En approfondissant ma lecture, il m'a semblé qu'au-delà de ces motifs ponctuels, les deux textes présentaient des points de recoupement plus essentiels, plus profonds, qui résidaient dans leur façon de se positionner à la suite d'un certain nombre de traditions poétiques des Amériques, et en particulier de traditions du poème long, ce qui tombe bien ici. Donc les lire en miroir permet à mon avis de poser la question des rapports de ces textes au canon littéraire de langue anglaise et espagnole, et de la gestion de cette intertextualité à fond multiple. Donc je commencerai en disant que malgré leur inscription dans des champs nationaux et linguistiques différents, on peut quand même dire que nos deux auteurs appartiennent à une même génération d'écrivaines caribéennes. Elles sont nées à 2 années d'intervalle, donc 48 et 50, 1948-1950. Chiqui Vicioso est née en 48 en République dominicaine, elle s'est installée aux États-Unis à l'âge de 16 ans, et elle y réside jusqu'en 1980, où elle retourne en République dominicaine, elle y vit toujours. Et Grace Nichols a eu un parcours proche, puisqu'elle a aussi commencé à écrire, et à écrire son pays d'origine en situation d'expatriation volontaire. C'est à l'âge de 27 ans, pour sa part, qu'elle s'installe en Grande-Bretagne, où elle réside toujours. L'œuvre de Nichols, dont je parle aujourd'hui, Startling the Flying Fish, qui date de 2005, se compose de 5 parties. L'ensemble fait un peu moins de 90 pages et forme un seul poème long en vers libre. Evasiones de Vicioso, qui date de 2007, est également construit de manière à être lu comme un seul poème long, même si cet adjectif est moins justifié dans son cas, puisque de fait il est moins long, plus court, fait environ 25 pages. Il se compose de 44 parties qui confèrent au texte un caractère plus fragmenté. Dans les deux cas, l'absence de tout titre à l'intérieur de l'œuvre indique bien l'ambition de former un tout, ou en tout cas de faire fonctionner ensemble les parties de ce tout. L'unité, ou la solidarité, pourrait-on dire, de ces deux poèmes longs, est avant tout assurée par son locuteur poétique, par le jeu poétique, qui dans les deux cas est une sorte d'esprit, de divinité, d'esprit vital féminin. La question féminine est importante également ici. Un esprit vital capable de naviguer à l'envi dans le temps et l'espace. Startling Flying Fish est structuré par la présence d'un jeu poétique désigné par le nom de Carrie Woman, contraction de Caribbean et Woman, femme caribéenne. Celle-ci se désigne elle-même sous ce nom à plusieurs reprises, et donc on comprend que tous les jeux poétiques du texte renvoient à cette entité. Concernant Evasiones, l'aspect formellement plus fragmenté, que je signalais à l'instant, se retrouve aussi au niveau de l'énonciation, puisque ce jeu poétique change sans cesse à la manière du jeu eliotien, on reviendrait sur T.S. Eliot. Il est donc lui-même plus fragmenté. Les deux poèmes, en tant que tels, en tant que poèmes, interrogent explicitement la possibilité de faire être ensemble toutes les parties du poème long, sous l'effet du souffle poétique de leur locutrice. Cette question est à la fois poétique et politique, puisque Carrie Woman et Eva, qui est le nom de ce jeu changeant du poème de Vicioso, sont les porteuses d'expériences historiques singulières, celle du Guyana, le pays de Nichols, et celle de la République dominicaine, le pays de Vicioso. Donc ces deux poèmes longs font de Eva et de Carrie Woman, esprit voyageur et créateur, des figures d'auteurs. Et leur périple à travers l'espace et à travers le temps, l'histoire, deviennent ainsi des voyages en terre littéraire, des façons d'arpenter espaces et histoires littéraires pour mettre en scène leur généalogie poétique, et la difficulté à faire texte tout en étant hanté par tant de présence du passé littéraire. Donc ici on retrouve bien ce polyrythme caribéen dont parle Benítez Rojo, qui fait s'entrecouper les textes, les traditions, les origines, jusqu'à faire disparaître l'idée même d'origine. C'est pourquoi il me semble que lire ces deux poèmes dans une optique strictement unilingue et uninationale serait un contresens par rapport à leur généalogie. Je vais expliquer pourquoi.
En cela, Vicioso et Nikos se placent bien dans la lignée des grands auteurs modernes de la Caraïbe qui ont fait de cet espace un espace de chevauchement particulièrement soutenu et fertile entre les langues, notamment espagnole et anglaise. Français aussi, mais aujourd'hui je n'en parle pas. Bien sûr, donc on peut penser à José Martí, qui lit Whitman, on peut penser à Derek Walcott qui lit Neruda, etc. C'est vraiment un espace de contact. Et c'est encore plus vrai pour ces deux pays en particulier, le Guyana, qui a un pied dans la Caraïbe anglophone et un pied dans le monde amazonien, dans l'Amérique latine, et la République dominicaine, très américanisée, hantée par sa relation avec Haïti également. Bon, voilà. Ici, cette espèce d'interpénétration entre monde espagnol, hispanophone, monde anglophone éclate à chaque page de nos poèmes. Les références à des textes espagnols ou au contexte culturel de langue espagnole, très présent chez Grace Nichols. Elle cite par exemple dans son paratexte le texte d'Eduardo Galeano, Memorias del Fuego, dont elle fait une de ses grandes sources. Et pareil pour Vicioso qui cite des auteurs de langue anglaise comme inspiration majeure. Tout cela vient donc troubler une supposée linéarité des histoires littéraires monolingues et mononationales, introduisant une part de recouvrement dans les généalogies poétiques dominicaines et guyanaiennes. Donc, par exemple, quand Vicioso célèbre comme grand ancêtre de la littérature dominicaine le poète Pedro Mir, elle le célèbre aussi en partie comme un passeur de l'œuvre de Whitman, de Walt Whitman, dans la République dominicaine. De façon symétrique, quand Grace Nichols célèbre ce grand ancêtre littéraire qu'elle pourrait être Wilson Harris, de son propre pays, du Guyana, elle le célèbre comme un passeur de la littérature, de l'histoire, des mythes de l'Amérique latine, de langue espagnole. Donc, ces généalogies sont troublées dès le départ. Au-delà de ces grands modèles nationaux, si vous voulez, propres à chacune de ces deux nations littéraires, il est intéressant de chercher dans nos deux textes les traces de deux grands modèles communs, cette fois-ci, à Nichols et Vicioso, qui sont aussi deux des grands inventeurs du poème long des Amériques, et vous ne serez évidemment pas très surpris qu'il s'agisse de Pablo Neruda et de T.S. Eliot. Leur présence, donc la présence de Neruda et Eliot, prennent plusieurs formes dans ces poèmes. De la référence intertextuelle, transparente, jusqu'à de simples réminiscences, en passant par de véritables dialogues littéraires à distance, mis en scène dans le poème. Dans ces généalogies polyrythmiques, les deux maîtres du poème long deviennent des modèles au carré, des modèles de modèles, diffractés dans des chaînes de reprise et d'appropriation créative. On pourrait dire, pour pasticher une formule courante, que dans ces poèmes, un intertexte peut en cacher un autre. Alors je commencerai par parler un petit peu de Neruda, donc le premier de ces deux grands modèles. En effet, les deux poèmes dont je parle aujourd'hui comportent des instants, des moments d'intertextualité nérudienne absolument explicites. Je vais faire juste prendre quelques exemples, je ne vais pas tout détailler. Par exemple, le début du poème Evasiones reprend le début du chant général de Neruda, donc le début de Amor America, vous connaissez. Il y a notamment un passage au tout début du poème de Vicioso où on a l'image de l'homme sortant de l'argile, sortant de la terre, qui est désignée comme une terre siliceuse, une terre de silice, Golem encarnado de esta tierra silicea. Donc on pense évidemment, on pense au début de Amor America, donc El hombre tierra fue, etc., avec la référence au Silice Araucana. Donc là c'est vraiment une félicitation qu'on va reconnaître tout de suite, d'autant plus que Neruda a été vraiment une des grandes références, si ce n'est une référence absolument centrale dans toute la poésie dominicaine à partir des années 60 et 70, et que Vicioso notamment a écrit des textes sur lui, et notamment un essai sur le chant général. Donc vraiment là c'est assez transparent. L'intertexte nérudien est aussi très clair chez Grace Nichols, en particulier dans le premier fragment de la troisième section, qui est une réponse en langue anglaise au Machu Picchu nérudien. D'ailleurs, elle épelle Machu Picchu comme Neruda, avec les deux C à Machu. Et Nichols disait Neruda, etc.
Chez Nichols, cette référence au Machu Picchu est moins au service d'une revendication politique que d'une rêverie sur les origines. Et on pourrait dire, pour commencer à expliquer ce que j'entendais par des références au carré, des modèles des modèles diffractés, que Nichols privilégie un certain Neruda. Ce n'est pas n'importe quel Neruda. Elle privilégie une certaine lecture de Neruda. Un indice précieux pour décoder tout cela se trouve dans le paratexte, où Derek Walcott est cité comme étant une source d'inspiration majeure. Il me semble que si Nichols retrouve bien Neruda ici, c'est plutôt le Neruda adamique, le Neruda des origines, des commencements, mis en scène par Derek Walcott dans The Muse of History. Le texte que donc Nichols a lu et dont elle mentionne directement l'importance pour elle, cite ce passage du chant général pour décrire un rapport à l'histoire comme oubli, comme exil. Donc c'est le fameux Tierra mia sin nombre, sin América, palabra aún no nacida de mi boca. Donc toute cette idée d'une Amérique naissante, de commencement, cette image adamique. Or cet extrait résonne très fortement avec la fin de Starting the Flying Fish, moment d'espoir où l'avenir rejoint le passé comme temps des possibles. Mais il résonne aussi avec Evasiones, en particulier ces fragments 19 à 21 qui en réécrivent certaines idées. Il me semble ainsi que la figure du Neruda lu par Walcott, ou de Walcott comme réponse à Neruda, est commune à nos deux textes. Donc je ne vais pas détailler, mais il y a vraiment de nombreux éléments de renvoi à ce texte de Walcott dans les deux textes. Donc là, je vous demande de me croire sur parole. Donc ainsi, on pourrait dire que chez Vicioso, notamment, l'intertexte walcottien est peut-être plus présent encore, même si c'est moins à travers des citations directes, mais sa présence est plus essentielle. L'évocation finale, notamment de la pomme édénique, donc qui revient dans tout le texte, et de sa saveur salée, rappelle directement la symbolique du texte de Walcott. Donc on pourrait dire que Vicioso écrit dans un rapport double, un rapport diffracté à la figure nérudienne. Elle prête à la fois l'oreille au Neruda engagé, poète de l'histoire, des opprimés, des grands espaces latino-américains, qui avait déjà infusé la littérature dominicaine avant elle, qui s'était déjà adapté au contexte dominicain, notamment à travers Pedro Mill lui-même et d'autres grands auteurs dominicains. Et en même temps, elle prête l'oreille au Neruda caribéanisé, au Neruda marin et adamique, relu par Walcott, donc par ce détour par l'anglophonie. Quelques mots maintenant sur le second grand modèle dont je voulais parler, qui est T.S. Eliot. Alors, en ce qui concerne Grace Nichols et ce poème Starting Flying Fish, l'intertexte eliotien, et bien sûr plus particulièrement The Wasteland, a été mis en avant par l'article qui a le plus contribué à faire connaître ce texte, à savoir l'article critique du Guardian, signé par Sarah Crown en juin 2006, le 17 juin 2006. L'insistance sur le parallèle entre Startling the Flying Fish et The Wasteland dans cet article a d'ailleurs quelque chose de gênant, il me semble, tant elle envahit l'article jusqu'à étouffer la singularité du texte de Nichols. On se demandera tout à l'heure peut-être pourquoi, d'où vient ce problème, pourquoi Crown s'est un petit peu trompé là, en ne parlant que de ce texte comme une sorte de réécriture de Wasteland. Alors il faut admettre bien sûr que cet intertexte est tout à fait transparent ici. Il faut l'identifier à défaut de l'exagérer ou de le comprendre de façon tronquée. Il y a de nombreux points précis qui renvoient à Wasteland. Par exemple, cette formule donc avec le pronom sujet antéposé, donc dans The Wasteland c'est and I, Tiresias, donc l'image de Tiresias, et ici c'est I, Carry Woman, donc elle reprend cette tournure d'une façon directement citationnelle. Et il y a plein d'autres éléments, par exemple l'image de la noyade, qui est très importante dans The Wasteland, en particulier Death by Water, la quatrième partie, est reprise plusieurs fois ici, et voilà, on a plusieurs échos très clairs. Chiqui Vicioso, elle aussi, s'intéresse énormément à The Wasteland, elle a aussi mentionné ce texte dans un article, un essai qu'elle a écrit.
Elle reprend aussi dans Evasiones la tournure du et moi Tiresias, donc dans plusieurs passages, Io Azione par exemple. Plus généralement, la poétique éliotienne du fragment et de l'intertextualité recoupe dans Evasiones la question de l'origine. La Caraïbe est pensée à partir d'une expérience de la perte, de l'exil et de la fragmentation. Chiqui Vicioso décrit la Caraïbe et Eva, ce personnage qui est une image de la Caraïbe, comme, je cite, une fraction exilée de la totalité, un morceau, une particule, une masse dispersée de fragments. Ainsi, la gestion des voix du passé qui se mêlent dans Evasiones, la Bible, les mythes du monde entier, les références intertextuelles, renvoient à ce rapport à la tradition marqué par la perte, par la fragmentation, par la dépossession. Et le jeu poétique de Eva se met en scène dans un renvoi explicite à la fin de The Wasteland, où le jeu éliotien, donc la figure du Fisher King, se demande s'il doit rassembler tous les fragments de son monde avant de clore le poème. Et le poème, vous vous souvenez, se termine par juste une espèce d'amoncellement de citations diverses et hétérogènes. Et cela est repris directement dans Evasiones. Mais chez Vicioso, c'est là encore un Eliot bien particulier que nous rencontrons. Un Eliot qui a traversé ce qu'il aurait lui-même appelé un catalyseur caribéen, et notamment en la personne de José de Saramago, dont il a déjà parlé, qui est lui aussi cité directement dans le paratexte. Le poème peut se lire comme une forme de réponse à des débats entamés à distance entre les Saramago et T.S. Eliot. Et c'est ce qu'indique l'épigraphe unique de Evasiones, donc tiré d'un texte de Les Saramago. Tout doit être reconstruit, repensé à nouveau, et les anciens mythes réapparaîtront, nous offrant leur charme et leurs énigmes avec un visage inconnu. Fin de citation. Les Saramago s'intéressaient beaucoup à T.S. Eliot, et notamment à sa théorie des mythes et de l'héritage européen. En particulier, il a beaucoup lu Tradition and the Individual Talent. Il a publié des textes d'Eliot, il a beaucoup dialogué avec lui indirectement dans ses propres essais. Les Saramago opèrent une lecture métaphysique, lui aussi, de la gestion de l'héritage européen, comme dans Wasteland, comme dans les essais d'Eliot. Il parle beaucoup de ce qu'il appelle la méthode mythique d'Eliot, dans notamment La Expression Americana, qui date de 1957, qui utilise les mythes anciens pour donner un ordre, tenter de donner une forme au chaos contemporain. Mais les Saramago dépassent la position d'Eliot, à qui il reproche un néoclassicisme à outrance. Et il invente, pour y remédier, un syncrétisme, une forme de syncrétisme typiquement américain, doublé d'une esthétique que d'aucuns ont qualifiée de baroque. Et conformément à ces réflexions, en bonne continuatrice de l'essai Saramago, Vicioso mélange allègrement dans son texte les références à des légendes amérindiennes, mais aussi à la mythologie grecque, etc. Donc dépassant ce côté néoclassique. Et puis on a par exemple des références aux divinités syncrétiques afro-américaines, afro-cubaines, Oshun, Maya, etc., qui évoquent par exemple le paradiso de Saramago. Mais pour l'un comme pour l'autre de ces auteurs, donc Vicioso et Nichols, le grand catalyseur d'Eliot, me semble-t-il, est avant tout Cummer Brathwaite. Donc, chez toutes les deux, nous trouvons une intertextualité directe, des citations directes des grands textes de Brathwaite. Je n'ai pas le temps de tous les détailler, mais par exemple, Nichols dit à un moment « Today I sing not » aujourd'hui je ne chante pas, donc le canot, le pic. « Today I sing not » of Calypso Islands, donc là elle dit le contraire, hein. Lui dit moi je chante les îles Calypso, donc ce poème qui s'appelle Calypso, qui est un classique dans la Caraïbe anglophone, hein, qui est dans tous les textes scolaires, etc. Et puis de façon plus essentielle encore, le personnage même de Carrie Woman reprend l'entité féminine, cette espèce d'esprit vital féminin présent dans un texte de Brathwaite qui s'appelle Mother Poem, qui date de 1977. Toutes deux ont revendiqué explicitement cette filiation. Je ne vous donne pas les citations, mais voilà, elles l'ont dit clairement dans des entretiens. Et Vicioso notamment a indiqué que Brathwaite était
une des grandes références pour ce texte précis, Evasiones, c'est vraiment pour ce texte-là. Vicioso passe par, donc elle qui a vécu longtemps aux États-Unis, qui est parfaitement bilingue, passe par cette autre généalogie, histoire littéraire, et cette autre langue anglaise, pour réinscrire un peu la littérature de la République dominicaine dans un contexte caribéen, rejetant ainsi de façon forte les discours de l'hispanité dominicaine associés au règne tyrannique de Rafael Trujillo. Elle réaffirme un lien avec l'Afrique et se décrit elle-même et fait se décrire elle-même sa Eva, qui porte le poème, comme une Eva mulata. Ici, l'intertexte eliotien ne peut se comprendre réellement que si on saisit que c'est le Eliot relu par Wessam Lima d'abord, mais encore plus par Brathwaite qui est présent ici. Le and-I Cariwoma ou Io Acione est moins directement une référence à Eliot qu'une référence à Brathwaite relisant et réécrivant Eliot. Lui aussi refait cette formule du and-I, so and so. Et donc Brathwaite, qui est donc bien connu comme un continuateur d'Eliot, hein, il y a plein de livres sur ça, c'est très connu. Donc sans Brathwaite comme étape, comme catalyseur, ce lien de Nichols et de Vicioso à Eliot ne fait pas sens. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que l'article du Guardian se méprend. Hein. Il lui manque une étape, en fait, il lui manque un passage. Donc, je vais conclure. Hein. Toutes deux écrivent en écho avec les réserves de Brathwaite envers Eliot et sa poétique du fragment et des ruines, qui recoupe celle de Wessam Lima. Je cite Brathwaite, donc, qui dénonce chez Eliot, tout en reconnaissant l'importance de cet auteur pour lui. Je cite « Too much concern with the ruins, living among those beautiful ruins, if you like, but not really, again, reconstituting the elements of it. Whereas, you see, as a Caribbean person, we start with the ruins, and our responsibility is to rebuild those fragments into a whole society. » Fin de citation. Ici, Eliot, poète des ruines, relu par des auteurs de la Caraïbe, rencontre l'insistance sur l'idée de commencement, née de la lecture de Neruda par Walcott. C'est compliqué à même. Donc chez Vicioso, il en résulte une vision prophétique toute brathwaitienne de la République dominicaine et d'Haïti. De la risa de la mujer y la niña surge de los escombros del llanto un quisqueya de azúcar, un Haïti de pájaros y soles. Donc, Quisqueya, c'est le nom amérindien de la République dominicaine qu'elle serait appropriée. Donc, pour conclure, on voit bien que les conversations entretenues entre et avec les textes du passé et dans ces deux recueils un enjeu poétique en tant que tel. Ce qui est toujours en jeu dans ces références, c'est la question du lien au passé et à la tradition. Le Neruda indianiste, qui rejetait le culte de l'Antiquité européenne, est mis en dialogue avec le plus classique des modernes, Eliot. Ou plutôt, on pourrait dire, un certain devenir de Neruda croise un certain devenir d'Eliot. Plusieurs devenirs de Neruda, via Walcott, via Pedro Mir, croisent plusieurs devenirs d'Eliot, via Wessam Lima, via Brathwaite, via Wilson Harris aussi. Cariwoma et Eva sillonnent les terres et les territoires littéraires pour donner à sentir la difficulté qu'il y a à faire lieu dans ces fragments de monde que sont les îles Caraïbes, par le biais de la difficulté qu'il y a à faire poème long, faire tenir ensemble ce poème long face aux voix de la tradition. Nous sommes bien dans une situation qui relève d'une polyrythmie au sens de Benítez Rojo, car l'origine est perdue dans le concert des réponses et des réécritures enchâssées. Le poème long interrogerait alors une façon d'être au monde dans laquelle le jeu ne renverrait plus à aucune entité stable, mais à un effort toujours recommencé de reprise en main, de reprise en voix des fragments du monde à partir d'une expérience particulière. Et c'est ici, et j'arrêterai ici, que nous retrouvons en fin de course notre poisson volant. Le poisson volant qui est un être hybride, un être des profondeurs et des surfaces. Dans la dernière page de son poème, Nichols compare le poisson volant qui plonge sous l'eau avant de s'élever dans l'air et ainsi de suite, de façon répétée, à l'aiguille d'une couturière qui travaillerait sur la mer comme sur un tissu. Chez Vicioso, dans la première page du poème, cette fois, le poisson volant est décrit comme un être du renversement,
qui porte les profondeurs sous-marines au grand jour. Et il est associé à l'image du ceiba, ou du fromager, un arbre de la Caraïbe dont la caractéristique est d'avoir ses racines dehors, ses racines à l'extérieur. Et elle insiste sur le fait que cet arbre est toute racine dehors. Ainsi, dans les deux cas, le poisson volant renvoie à un monde poétique où surface et profondeur ne sont plus séparées, où l'écriture ne cache pas ses abysses intertextuels, mais exhibe l'effort d'une voix poétique pour les raccommoder ensemble, tant bien que mal, jusqu'à la prochaine vague. Merci pour votre attention.